Aux confins du cercle arctique, le Yukon est l'un des derniers territoires sauvages de notre planète. Une nature brute et sublime. Une terre qui nous rappelle le temps où, de l'Europe à l'Asie, les animaux parcouraient le monde sans se soucier des hommes. Je m'appelle Kim Pash. Je suis archéologue expérimental. Je parcours le monde sur les traces de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, en quête des origines de nos sociétés modernes. Dans le Grand Nord canadien, au contact des trappeurs, j'ai appris la vie des bois, celle de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Mais aujourd'hui, une nouvelle aventure m'attend. Je pars à la découverte du territoire des Indiens Gwich'in, un peuple qui depuis au moins 15 000 ans foule cette terre qu'ils considèrent comme sacrée. Dans cette expédition, Stan me montre la voie. Pisteur et chasseur depuis toujours, c'est l'un des derniers gardiens de la mémoire de son peuple. Ensemble, nous allons vivre en autonomie et suivre la trace des animaux qui ont assuré la survie des Gwich'in. Le Yukon est un territoire situé au nord-ouest du Canada. Une région grande comme l'Espagne pour une population d'à peine 35 000 habitants. Le climat y est extrême. Des hivers de 7 mois où la température peut chuter à moins 50 degrés laissent place à des étés où le soleil ne se couche jamais. Le territoire des Indiens Gwich'in s'établit au nord du Yukon. La plus grande partie de la communauté vit dans le village de Old Crow, sur la rivière Porcupine. C'est dans les environs de Old Crow que je pars retrouver Stan. Il s'est installé au début de l'été dans une petite cabane, son camp de pêche comme il l'appelle. Depuis notre première rencontre, il y a plusieurs années, il m'a promis de me faire découvrir un jour la terre de ses ancêtres. Ensemble, nous allons voyager plusieurs semaines au cœur de la nature, partager des techniques ancestrales et échanger nos regards sur ce sauvage qui nous fascine tant. Holy smokes, look at you! Long time no see, my friend. Hey, how's it going? Good to see you. Good to see you too. Oh man, look at you. You look in good shape. You got a nice buckskin jacket and you look pretty traditional. Yeah. All ready to go. You ready for the trip? Oh man, I'm more than ready. I came for this. Malgré ses 68 ans, Stan continue de chasser et de trapper comme le faisaient ses ancêtres. Grâce à sa connaissance de la rivière Porcupine, nous allons explorer les territoires reculés du Grand Nord. Une terre traversée chaque année à cette saison par la plus grande harde de caribous du Canada. Un gibier qui encore aujourd'hui reste la principale source de nourriture pour les Gwich'in. Well, let me show you where we're going to go. We're going to start here from Old Crow. We're going to head all the way up Porcupine, and then we go to Mousa Bell, and then we head up all the way up that river, up in Richardson's. Okay. No one lives there, like where we're heading. No, there's been abandoned, 100 years ago, about that. It's a special place, almost preserved right now, and it regenerated itself over the last, 100 years. So is that part of the caribou migration here? Yeah. Too? Oh yeah. They're in this area right here in northern Alaska. And then there's always a herd that comes down in northern Canada, the British mountains. And they've been doing that the last number of years. Okay. So we might be fortunate enough to see them when they come through. Okay, so there's no way we could canoe all the way up there. Well, take you all summer if you're going to use canoe, And pole, you could pull up, with a canoe, and you could have a single-man canoe. That's how people used to do? That's how they used to do it, yeah, they pull. Yeah, you got 2 trees, they pull, skinny ones, and all the way up, yeah. Like skiing. Yeah. Incredible. Very much incredible, yeah. So, a Quincy or what? Quincy. Quincy means good. Yeah. Yeah. Quincy. Yeah. Thank you so much for inviting me for that trip.
What? We gotta get there first, huh? Après des milliers d'années de nomadisme, les Vuntut Gwich'in, littéralement les hommes des lacs, se sont établis à Old Crow. Il y a 60 ans, ici, il n'y avait que la forêt et ses animaux. Aujourd'hui, une petite communauté de 300 habitants vit dans un des villages les plus reculés du Canada. Les seules voies de communication sont le bateau et l'avion, qui ravitaillent chaque semaine le village en produits de la vie moderne. Si aujourd'hui les fusils ont remplacé les arcs, la chasse et la pêche demeurent les fondements de la société Gwich'in. Été comme hiver, la rivière et la forêt sont leurs garde-manger. Un lien intime entre les hommes et le sauvage qui, malgré la modernité, reste encore aujourd'hui bien vivant. Pendant que Stan va préparer son matériel pour notre expédition, j'en profite pour me rendre dans le centre d'interprétation de Old Crow. Hi Kim. Hey Brandon. Good to see you, man. It's been a while. Depuis plusieurs années, Brandon est chargé de l'interprétation des objets archéologiques découverts dans la région. I grabbed for you here. Très impliqué dans sa communauté, il participe à un programme de recueil de la parole des anciens du village pour faire perdurer la mémoire des Gwich'in. These are all artifacts that are associated with hunting. They're found in this general area. Nice. Really nice. This here, I believe, is about 12 to 1300 years old. Yeah. This is an antler arrowhead. In Okay. Gwich'in, you would call that chajiki. That's That means- chajiki. And this is made of antler, and it seems like this was some type of hammer used for pounding meat and fat. They used to make what we call chitsu. That's what they used to make. It's pemmican, Yeah. you know. Meat and fat. Yeah. Sometimes berries and stuff mixed together, and then they roll it up into a ball, and Yeah. you know, it's like a snack Yeah. as you're walking through the bush. They're high-powered energy bar. Exactly. In ancient times, anyway. Yeah. And basically, every function of our society, every function of our culture was developed for survival in a harsh environment, in this environment. But the thing is, it's not even about the intelligence or how much they were thinking about the world around them in order to adapt to it. It's more about their care and concern with everything they did. It's more about how much they love this land. You know, that's what our entire culture, all our rituals and everything, they were all based off of. Care and concern and love for the land and love for the animals, love for each other. That's what's most important. Dans la chaleur de cet après-midi d'été, les mots de Brandon résonnent en moi. Il y a une telle intensité dans la relation que les Gwich'in portent à la nature. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'aux confins de ces terres habitées que l'on retrouve cette relation si nécessaire qui relie entre eux les hommes et le monde qui les entoure. Au petit matin, je retrouve Stan sur la grève. Il est temps de partir. Pour ce voyage, nous ne prenons que l'essentiel. Quelques pots pour le bivouac, un peu de nourriture. Le reste, nous le prélèverons directement dans la nature. Là où l'on va, on ne pourra compter que sur nous-mêmes. Aucun moyen de communiquer avec le reste du monde. Et bien sûr, personne pour venir à notre secours en cas de problème. Symbole de vie pour les Gwich'in, la rivière Porcupine oscille d'est en ouest dans une danse immuable. C'est le territoire des grizzlies, des saumons, des castors et des élans. Aujourd'hui encore, la rivière est la seule voie d'accès vers les montagnes de Richardson, lieu de passage obligé de la grande migration des caribous du Grand Nord. C'est là-bas que m'emmène Stan, à près de 300 km d'Old Crow, au cœur du territoire de chasse traditionnel de son peuple. Kim,
me check. Moose. Yeah, that's a really big one right there. Yeah, this big guy went there. Flew off, flew away. I think it's early this morning. Like it rained in there. It rained this morning, so that would be about 5, 6 in the morning. Now there's more tracks here. Big wolf tracks too. That gives you an idea of the size. You could see his track in the grass. That wolf was here. They're hunters too, them wolves. Yeah. Et un ours. Là, il y a des traces. Là, ça pourrait être un jeune grizzly. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire qu'il y a une maman qui est passée pas loin. Et puis là, je vois pas de traces de maman. Après, elle a pu passer dans les herbes. Puis le petit plus au bord ou dans l'eau. Là, on voit beaucoup de traces simplement parce qu'on a une configuration qui le permet. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un canyon. Et du coup, c'est là où il y a toutes les rencontres. Forcément, les mammifères suivent les chemins les plus faciles. Et aussi, c'est là où il y a le plus de nourriture pour eux, au bord de l'eau. Et forcément, après, les ours, les loups suivent. Ce qui amène aussi les petits carnassiers. Donc en fait, tout le monde se retrouve concentré au bord des rivières dans ces coins. Et les humains avec. Voilà. Donc c'est pour ça, la vie, elle est au bord des cours d'eau. Et les moustiques avec aussi. Cow and calf. They're just hanging out, feeding. It looks pretty healthy. Cool to see, yeah? Yeah. Well, we can't harvest them, no, because... La chasse n'est pas un acte anodin pour les Gwich'in, mais une décision réfléchie. Cette femelle élan et ce petit assureront demain la préservation du troupeau. See, look at that, he stopped. He's quite curious. That's good. That's pretty cool, eh? Sur l'autre rive, un jeune mâle nous a repérés. Cet élan pourrait constituer notre première prise. Mais au milieu de l'épaisse végétation, difficile d'approcher en silence. Good to see the first moose. Yeah. Good sign. That's a good sign, young man. Sur les rives de la rivière Porcupine, les élans et les caribous marquent depuis toujours la terre de la trace de leurs sabots. C'est en suivant les troupeaux qui migrent chaque année depuis l'Alaska que les hommes du Nord ont pu assurer l'équilibre de la société Gwich'in. This is Caribou Lookout, in English anyway. Our language we call it Tlokat. Oh, God. Tlokat, yeah. In the fall time is one of the main places historically for caribou to cross right here. From here you could see them coming on the hill there, you know? Yeah. And then you can't move, you know, you gotta wait till they get in the water. Oh yeah, they're vulnerable. Yeah. So you could canoe, you can spear them, you know? And then once they get out, they get them with a bow and arrow. Yeah, yeah, yeah. They can't afford to miss Yeah. any, you know, an opportunity. Yeah.
As usual, winter is coming. They got to get what they can, you know. So you did hunt here? Yeah, I did, yeah. I hunt here, and them days there's still a lot of caribou crossing here, migrating through here, Caribou Lookout. And there's very few cross here now. They change their pattern every so often, you know. All throughout history, the caribou, you never know what they're going to do. And that's how they've been surviving for thousands of years, is that they're going to mind their own, you know. Yeah. Definitely. Nous avons déjà parcouru plus de 60 km sur la rivière Porcupine. Avant l'immersion dans le grand sauvage, une dernière trace de civilisation. Un petit camp de pêche traditionnel. Comme le veut la tradition, nous nous arrêtons pour saluer et partager un repas. Charles est un des neveux de Stan. Avec sa mère et ses fils, il passe ici quelques semaines en famille, immergé en pleine nature. Héritiers du temps où les Gwich'in étaient nomades, ces cabanes ouvertes servent de refuge pour les chasseurs en hiver et de camps de pêche pendant les mois d'été. Agent de maintenance la semaine, Charles redevient chaque week-end un homme de la nature. You catch fish every weekend. It's just our culture. We don't have to set net, but we do. You know, it's a free meal. Everybody likes fish. Dry it, smoke it, and it's to show our kids how to do this, you know? Yeah. Do you feel like this is some kind of a school too for them? Oh, definitely. You know how to make fire, get fish now, hunt. It's way better than school. How many else people could set net, pull a meal out of there, out of the river, you know? This Porcupine River is sacred. Elle est sacrée. Au milieu de ses petits-neveux, Stan dévoile un peu plus son rôle de gardien de la tradition des Gwich'in. That's line. We do it down here, so we take the scales out of it down here. When we're ready, we're going to take it back up there and not catch, okay? All right, yeah? Yeah. You cut that one, I'll cut the other one. Food. Hey. Just wait. Okay. Okay, you can feel that rib cage. You feel it? Just look right here, see? Right there. Cut right there. Cut it close to that rib cage. You got it? Dans cet environnement sauvage, l'apprentissage de la culture se fait sans grand discours, dans la répétition de gestes immuables qui relient entre elles les générations. Par mimétisme, les plus jeunes apprennent à pêcher, à découper et à conserver le poisson. C'est dans ces moments simples, autour d'un repas, que la culture Gwich'in du partage prend tout son sens. Dans ces contrées extrêmes, le lien qui unit les hommes depuis la nuit des temps est le garant de leur survie. Years ago, people used to live in tent frames in Old Crow, and I remember my grandfather coming up this way with canoe. It probably took him days, and he never get home until Christmas. And he'd come home with lots of dry meat and frozen fish. That was our treat for Christmas back then, because back then there was no airplane or no fresh produce until June when the boat arrives in Oak Crow from Dawson. Yeah, I think about those old timers when I come up this way all the time, you know. All the stuff they went through. There's two of us to go up the river. So it'll be an interesting trip by comparison, you know. Yeah, see what we can do. Yeah. Il est temps de quitter le camp de pêche et avec lui, les derniers êtres humains que nous croiserons sur notre route. Entre nous et les montagnes de Richardson, encore à 150 km au nord, il n'y a plus que la forêt boréale, ses animaux et la rivière qui défile. La lumière baigne encore le paysage. Il est pourtant 22 heures. L'heure d'établir un camp pour la nuit. Nous ne sortons que le strict minimum, de quoi monter une bâche en cas de besoin. Le reste, c'est la plage qui nous l'offre. Depuis 400 000 ans, le rituel reste le même. À peine installés, les hommes préparent le feu. L'allumer avec des outils naturels est un savoir pratiquement oublié et pourtant si essentiel à la vie sauvage. This stone is full of iron, so when it hits this stone, there's sparks, and the sparks needs to
Lighting is something, right? Yeah. And so one of the most inflammable material, it's the fungus that grows on birch tree. It's amazing actually how flammable it is. Well, okay, let's see what you can do. Let's see what you can do. Okay. Don't be too close and don't be too far. Maybe try it a little higher so you don't touch the... I can hold it. That's good. Oh, I saw a spark, a big one. Not yet, but... Well, we're getting there, eh? Yeah, I saw a big one. Holy moly, look at that. Here, okay, it's really tiny. Yeah. No, it's holding. Okay. Yeah. Now we get that. That's the first step. Yeah. Then now you can pour that in there. You can just blow on it. Don't blow too hard, but just steady. Yeah, there. Keep going. Turn it upside down. Hey, that really worked. Unbelievable, huh? Yeah. I mean, like, a little bit of patience and away you go, you know? And it happens, huh? Yeah. Got yourself a fire. Actually, this technique saved my life once. All right. Yeah. Because I had frozen fingers and I couldn't start the lighter because my thumb was too cold and I couldn't hold a match. You know, it's so thin. Really? I had no strength left because my fingers were frozen. And the only thing I could hold were two stones because you can grab them really like this. Yeah. Yeah, You know? really? Yeah, and I did my fire like this. But those stones, yeah, saved my life. Well, back in the old days when people were traveling in the wintertime, and there's always one person, they gotta go from one camp to the next, so they gotta carry everything. And there's one person to carry the fire all the time. They have a wooden, like a log that's hollowed out. They keep that ember going in there. And they just carry that to the next camp, and then they get that going, and everybody gets fire from it for their tent. Yeah. I like this. It changes your thinking and how you live, you know. You never have things so easy all the time. You want something, you gotta work for it, you know. Life is always in the journey, as they say. As the old people would say, yeah. Au cœur de l'été, le soleil s'étire à l'infini dans ce pays sans nuit. Ses rayons, d'une douceur réservée aux contrées boréales, me réchauffent malgré la fraîcheur de l'eau. Et naturellement, je retrouve ma place parmi les êtres sauvages. Ce matin se dresse devant nous la chaîne de montagnes des Richardson, les plus septentrionales du continent américain. Un territoire que les Gwich'in ont toujours considéré comme sacré. Depuis près d'un siècle, cette région est restée inhabitée. Un monde où la plupart des animaux n'ont jamais vu l'homme, où des milliers de caribous parcourent chaque été vallées et sommets à la recherche de pâturages vierges.
À peine pénétrons-nous au milieu des montagnes que le climat change radicalement. L'humidité est omniprésente et la température tombe de 10 degrés. Tim, swift water, right? What? Swift water. Look, if you just point out objects, I'll pick the path, but you just tell me if there's rocks or... Ok. Stan navigue sur cette rivière depuis son plus jeune âge. Il connaît ses humeurs, ses rapides. Son art de la navigation prend ici tout son sens. Car progresser à pied dans cet environnement serait beaucoup trop difficile. Et les montagnes sont encore à plusieurs dizaines de kilomètres. Mr. Tim. Tim! Stop! Never no one been here. Look at all this forest right there, untouched, you know. I don't think a boat ever come up this far before. There's more swift water. So I think if we go any higher, we're just taking a risk, so we should reconsider what we're going to do here. Caribou tracks. Right in front of us. Boom. Holy smokes, I can cross here. Straight. They swam, they got out of there, and then they walk here. Yeah. Then they went up and came up this way. There's that trail going up right there. See their tracks right in the mud going up. Mm-hmm. Many of them. You can see where they cut through that vegetation. Takes a lot of tracks to do that. Probably over 500, I guess. This is about over a week, I could say. After that, I can't tell. Did you see anything? Oh, I see that hill over there. You could see their trail coming down. Imagine that, they just come right down that steep part there, you know. Let's say there's another herd coming now. Do you think there would be chances that they cross here? They cross one time a year, I think that's it. If there's another herd coming, they'll find their place to cross. They could cross in any bend here, river bend, you know, so you could miss them, you know. Moi, ça me fait me replonger un petit peu dans ce que devait être la vie des chasseurs qui faisaient que ça pendant la saison, c'est-à-dire intercepter les passages des caribous. En fait, on a beau être en plein sur leur territoire, on a beau savoir qu'il y a des milliers d'animaux qui peuvent passer, ça reste une tension énorme parce qu'on peut être 5 km plus haut et on loupe plusieurs centaines, voire milliers d'individus qui passent une rivière de nuit et hop, c'est terminé. Pour aujourd'hui, nous décidons avec Stan d'arrêter nos recherches. La chasse est un art fait de patience. Il est 23 heures et les nuages semblent s'être installés pour de bon au-dessus de nos têtes. Le froid et la pluie, les deux ennemis du trappeur. Ils refroidissent les corps et affaiblissent le moral. S'abriter pour la nuit devient vital. Il est trop tard pour cuisiner et nous n'avons qu'une envie, nous allonger sur les peaux et nous réchauffer.
me, I'm gonna sleep with what I have here. You're going to sleep with the other? Just like that? Oh yeah, it's gonna be good. Yeah. I'm going to take my pants off. Is it wet? You're not going to? No, actually, I'll sleep like this. If I keep them on, my body heat will dry them. Yeah. So, like that. See? Now I'm dry, you see? So I sleep. Yeah, but tomorrow your pants gonna still be wet. I'll worry about it in the morning. No, you're right. Yeah. Then we'll just leave that there. Go to sleep. Well, good night, John boy. Hey, talk to you tomorrow. Ce matin, le ciel se dévoile un peu et laisse apparaître les reliefs majestueux qui entourent la vallée. À quelques kilomètres de la rivière, au cœur des montagnes Richardsons, nous allons pouvoir enfin installer un camp de base pour le reste de notre séjour. Son emplacement se doit d'être stratégique, car nous allons désormais explorer la région à pied. Stan, grâce à sa lecture du relief, a choisi cette colline car elle offre un point de vue unique sur les environs, en espérant que les caribous ne soient plus très loin. Look like a good spot to camp. Oh, I like it. Good trees, good place to spot. Yeah, it's open, huh? Good. You can see all over from here. You can look up that valley, look at that mountain, and then you look down those mountain range right there. So it's good here, yeah. Good to camp right here, I think. À peine la tente installée, nous décidons de prendre de la hauteur. Aussi loin que je puisse regarder, le paysage n'est qu'une succession de montagnes gigantesques, de forêts et de rivières. Il y a un siècle, les Gwich'in parcouraient ces vallées en suivant les troupeaux de caribous. Ils pouvaient passer plusieurs jours sur ces sommets à guetter le passage des animaux. Là, on est sur le permafrost. C'est-à-dire que 30 cm en dessous, en fait, c'est gelé à l'année. Et ça, c'est des poches de rétention de ce qu'ils font à la surface. Donc, probablement de l'eau de pluie et l'eau de neige. Mais en fait, on ne dépasse jamais peut-être les 10 degrés maximum là, sur une prairie comme ça d'altitude. Et sachant que le fond est gelé, des fois même, on peut toucher, je ne sais pas si j'y arrive, mais ouais. En fait, en allant à la main comme ça, on arrive à toucher ce qui est gelé. Là, j'arrive à toucher la partie gelée, je touche de la glace. En fait, il y a ça de liquide en dessous, c'est de la glace. Donc ça fait que l'eau, en fait, elle n'est pas croupie. Elle reste à 2-3 degrés toute l'année. Donc on peut la boire, elle est tout à fait buvable. Ce qui est pratique quand on est en montagne, en fait. Donc en fait, on peut être complètement autonome. Well, you see anything? Yeah. It's actually full of caribou tracks, I think. All over the mountain right in front of us. Oh yeah? Trail or tracks? Well, double check. I think there. Well, let's see, make sure it's... What do you say it is? Yeah, that's caribou trail. Must have been lots of them. They never stop too, they just trail, they just keep going.
long gone over that mountain valley and down that valley, I guess, other side. Yeah. So what does it mean for us? I mean, we miss that big herd crossing. Why would they just want to rush when they've got food here too? That's just as good as over there. Maybe the grass is greener on the other side of the hill for them too, like everybody else. Nous avons désormais la certitude d'avoir manqué notre rendez-vous avec les caribous. Ils sont rapides et endurants, alors avec quelques jours d'avance, les suivre encore plus loin derrière la chaîne de montagnes serait voué à l'échec. Malgré la déception, il n'est pas question pour Stan et moi de nous laisser abattre. Cette région, riche en ressources et vierge de toute trace humaine, reste encore à explorer. Dans ce monde sauvage, nous allons mettre en pratique nos savoirs et vivre en ne comptant que sur nous-mêmes. Au milieu de cette forêt se cache une ressource indispensable à la fabrication d'objets traditionnels. Hey, it looks pretty good, that one. Good sized birch. Yeah, it should be good. You start peeling it there. Imperméable, souple et légère, l'écorce de bouleau est une matière précieuse pour les Gwich'in. Traditionnellement, elle permettait à ce peuple nomade de fabriquer des récipients adaptés au déplacement. One or two pieces like that, you'll be able to make all our pots. Yeah. Funny thing, they don't even die when you take that bark off it. They keep going, keep growing. Yeah, well, this tree can be useful again. Well, the old people, they always say, just take what you need out of that tree, don't get greedy. They used to tell their, when they teach, you know. It's a long time ago. It's easy for a canoe, make your whole canoe right there. They know it's float, huh? It's a good flotation device. Good for fire too. Oh, really? It's really important for the people. So it's part of our tradition just to take what we need out of it, you know. And here we go. You can be like Moses with conservation and write everything in here. And have a scroll. Pour qui sait la lire, la forêt boréale offre toutes les ressources nécessaires à une vie en autonomie. L'écorce, le bois, les racines des arbres deviennent de formidables matériaux. Pour les Gwich'in, voyager léger était une nécessité. Pour Stan et moi, créer sur place les objets dont nous avons besoin est une manière de nous relier avec ce monde naturel qui nous entoure. Je suis en train de fabriquer une alème. C'est intéressant de le faire avec des outils en pierre. Avec un couteau, on ne peut pas faire ça. Donc, nous, avec nos technologies modernes, elles sont très efficaces. Bien sûr, elles battent largement les outils en pierre. Mais on est complètement tributaire de l'outil acheté. C'est-à-dire une scie, elle sert qu'à faire une scie. Un couteau, ça sert qu'à couper comme un couteau. L'avantage avec la pierre, c'est qu'on peut faire tous les outils soi-même. J'ai d'abord un tranchant, un couteau. Si j'enlève des petits éclats, je peux faire une scie. Après, cette même lame peut être tournée en pointe de flèche, etc. etc. Donc en fait, j'ai l'équivalent d'un magasin de bricolage dans 1 kilo de matière première de silex. Et donc là, la laine que je suis en train de faire, elle va servir à percer, en l'occurrence, percer de l'écorce de bouleau pour faire la vannerie, mais ça pourrait percer du cuir tout aussi bien. Good. Works. Hey, look at that, eh? Good job. Let's see.
pretty good looking basket when we're done with it. And see, it's so cool to be able to make pots and recipients we need just with a bark. There's a lot of knowledge and information we share with each other, and it's good to hang out with you, you know. En appliquant ici les techniques de vannerie que j'ai acquises ailleurs, je me sens me rapprocher un peu plus de la vie traditionnelle des Gwich'in. Pour Stan, travailler ces matières naturelles est une plongée dans le monde de son enfance. Celui de ses grands-parents, pour qui la vie en autonomie était la seule réalité, la seule option possible si loin au nord. Tous les deux, en mélangeant nos savoirs, plongeons au plus profond de notre héritage commun. Cet après-midi, nous explorons les berges de la rivière. Cet environnement aquatique est façonné par un animal mythique du Grand Nord, celui dont la fourrure a fait la richesse du Canada. Les castors, dont les traces sont partout présentes autour de nous, pourraient constituer une proie de choix. Le castor est un animal essentiellement nocturne. Et plutôt que d'attendre des heures au bord de l'eau, nous décidons de mettre en œuvre une des techniques les plus anciennes qui soient. Nous allons construire un piège à partir des matériaux qui nous entourent, comme l'ont fait de tout temps les trappeurs. En fait, depuis là, il plonge dans l'eau, il remonte aussi, c'est vraiment son couloir. L'idée ici, c'est qu'on va avoir un tronc qui va potentiellement l'assommer. Il faut que le tronc, ça donne l'impression que c'est un arbre qui a chuté. Parce que ça arrive quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, des tempêtes. Et les castors sont très attentifs à tout changement visuel. Sous le regard de Stan, je mets ici en pratique une des techniques que j'ai retrouvées grâce à de vieux livres de trappe. Good lifestyle, trapping. Trapping is a very, very smart way to get meat while you do something else. They work for you. Well, yeah, like you're trapping beaver, it's good lifestyle. You know, you stay in shape, eat good, sleep good, gotta work, stay active. Yeah. So let's see if that works. So. It's pretty good, eh? You got him. Should work. Okay. Work. Now we just need a beaver. Yeah, we just need a beaver, of course. Kim. Wiki wiki. Let's take some coffee. Oh. Yeah. Another good sleep. Good sleep, no insomnia on this thing. Time to go. Oh yeah. Hey. Hey, look at that. Hey.
It's activated. Oh, look at that. Hey, look at that. Good catch. Yeah, must have been caught yesterday night. Yeah. It's rigid already. That's pretty stiff, yeah. Yeah. Well, Oh. what do Cool. Can you grab it? Yeah, good weight to it. Ah, 40 pounds. Look like it's in good shape, huh? Yeah. Okay. Si notre piège a fonctionné du premier coup, c'est maintenant que le travail commence. Le castor est une ressource dont il ne faut rien gâcher. Une lame de silex, fraîchement sortie d'un bloc, est plus tranchante que l'acier. Elle permet de ne pas abîmer la fourrure de l'animal. Une ressource extrêmement importante dans ces contrées du Nord. Si importante qu'au XVIIIe siècle, trappeurs et coureurs des bois se sont enfoncés dans l'inconnu des forêts boréales à sa recherche, afin de satisfaire les demandes d'un marché européen en quête d'exotisme. Les Indiens guidaient alors les colons dans ces contrées sauvages. Be good when you smoke it. After a couple of days of smoking, Kim, be good. Yeah. It'll taste great, you know. Oh yeah. Les Gwich'in, eux, savent depuis toujours tirer profit de la moindre ressource à leur disposition. Pendant des millénaires, le cuir et la fourrure des animaux les ont protégés des éléments. We'll cut some off. We'll boil some tonight, and then we'll smoke this other one. Cut some pieces off for boiling. Okay. Then we'll have beaver tail too. Looks good. I'm starving. Yeah, I know. Same here. This is supposed to be some kind of a delicacy, you know. Mm-hmm. Yeah, your ancestors, they ate a lot of beaver tail. You eat beaver tail, you're going to get lucky. Don't know. We'll see. See what happens after we have a good meal, you know. Yeah. Well, looks good, eh? Hey, there you go. Good, eh? We call eating for real. This is really good. Entre ces montagnes, le sentiment de vivre au milieu d'un paradis oublié se fait de plus en plus puissant. Au-delà du cercle arctique, les jours s'enchaînent sans nuit et notre voyage prend tout son sens. Vivre, au-delà des notions de nécessité ou de survie, au milieu de son environnement, tout simplement. La fin de l'été approche. Bientôt, le paysage va se couvrir d'un manteau blanc. Bientôt, la vie sera trop rude pour les hommes. Il est maintenant temps pour Stan et moi de quitter cette région. Une dernière fois, nous allons saluer la nature qui nous entoure. Soudain, comme un mirage à l'horizon, se distingue une silhouette que nous n'attendions plus. They're here. Caribou. Hey, look at that. Nothing. Big male, yeah. Big male bull. Oh, that's a big one. Adult, yeah. He's keeping an eye out for danger. Yeah. Yeah. Bull caribou over there too. Right there, behind you. Bull caribou right there. Behind us. Don't move, don't move. Après plusieurs semaines de traque, ces deux mâles qui ferment traditionnellement la marche du troupeau nous ont offert, sans le savoir, un spectacle hors du commun. Devant ces créatures imposantes, je ressens au plus profond de moi le lien qui unit les Gwich'in à ces montagnes.
There are many stories in Gwich'in culture falling on the wayside. There's one story about human beings in Caribou. Man and caribou, they change place with each other. And when they did that, there's one part of that caribou, the leg, the bottom back leg. And sometimes you can see a thin string of meat on that gristle. The way the elders tell it, is the last part of the human being is still left on that caribou. Yeah. So elders, they don't eat that part. So just thought I'd share that with you. You're making me the huge present of bringing me here. What does it mean to you? We learn from each other, eh? And I'm learning a lot from you. You know, like a lot of historical stuff that we forgot, you know, in the practice and kind of stuff. So it's good to learn all that. Yeah, and someone that understands and respects nature also. You know, it's good to have someone to do that, you know. A part of our Gwich'in culture is taking part in this old wilderness. Look at this. Unbelievable. You know, in this forest like this, in the mountains and the hills, you know, it's going to be here for a long time. Ici, en plein milieu de ce territoire inaccessible, le cœur du monde sauvage bat, sans se soucier des hommes. Dans ces montagnes, l'espace d'une saison, nous avons vécu avec la promesse d'une liberté retrouvée. Stan, à travers ses gestes et son savoir, est un des gardiens de la vie sauvage. Une vie où l'homme redevient un élément parmi les autres. En suivant les traces des chasseurs-cueilleurs et des trappeurs, nous avons redécouvert un mode de vie qui puise sa source aux origines de notre humanité. L'impression qui m'habite depuis si longtemps se trouve aujourd'hui renforcée. Tant que les hommes auront une histoire intime avec leur territoire, ils s'en feront naturellement les défenseurs.